Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Coralie Abraham-Palti, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Et Shana Tova, bien sûr, c'est la période. Alors, ce matin, nous allons parler musique avec notre invitée. Je vous laisse la présenter. Merci Lise. J'ai oublié de dire, mais nos auditrices et nos auditeurs le savent, que vous êtes un des piliers de la section Viso à Vive. Exactement, voilà. Viso à Vive, donc c'est la section des femmes actives de Viso France. Oui. Alors ce matin, nous allons replonger dans les tubes judéo-arabes du début du XXe, mais avec une touche électro. Et oui, vous nous avez bien entendu, une touche électro. Bienvenue à Charour. Charour, c'est votre nom d'artiste et votre vrai nom, c'est Sarah Pérez. Vous êtes DJ et aussi productrice méditerranéenne. Vous revisitez la musique du Maghreb au Moyen-Orient en passant par la Grèce et la Turquie. Mais au-delà de vos créations personnelles, vous composez aussi de la musique pour du cinéma, du théâtre, de la danse contemporaine ou encore vous réalisez des designs sons pour des installations artistiques ou encore des expositions. Bienvenue Sarah Pérez. Merci beaucoup pour votre invitation. Bonjour. Bonjour, Shana Tova à toutes les deux. Merci, à vous Merci. aussi. Alors, travailler dans la musique, est-ce que ça a été une évidence, une vocation dès le départ chez vous ? Alors, ça n'a pas été une évidence, non. Je suis musicienne depuis l'enfance. J'ai commencé par du piano classique, et de la guitare, de la basse, un petit peu de percussion et tout ça. Oui, ça fait beaucoup. Touche à tout, de aucun instrument à un niveau professionnel, mais voilà, je touche un petit peu à tout. Et donc, ça, c'est un peu ma passion depuis l'enfance. Mais par contre, j'ai mis du temps à réaliser que je pouvais en faire un jour mon métier. Voilà, ça a pris un petit peu de temps. J'ai d'abord fait des études de lettres et de langue avant de reprendre des études, de faire une école de son pendant 1 an et de me lancer un peu. Alors, vous avez profité du confinement pour mixer les vinyles de votre grand-mère et racontez-nous un peu ce grand moment de création. Alors effectivement, pendant le confinement, je me suis retrouvée un peu esseulée à Madrid. J'habitais là-bas à l'époque. Ah oui. Et heureusement, j'avais mon home studio à la maison dans lequel, voilà, c'était vraiment... j'ai considéré que c'était vraiment le moment parfait pour justement créer et tout ce que j'avais pas eu le temps de faire parce qu'avant ça, on courait tous un peu à droite à gauche tout le temps. C'est vrai. Et du coup, ça a un peu coïncidé aussi. Enfin, quelques années auparavant, j'avais perdu ma grand-mère et j'avais récupéré notamment tous ces disques des grands chanteurs juifs tunisiens. Elle avait une petite collection très sympathique et donc je me suis un peu replongée là-dedans et c'était le même moment aussi où je sortais de l'école de son et où j'explorais plus la musique électronique, la production musicale, donc toutes les techniques d'enregistrement et tout ça. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas remixer ces morceaux qui sont super intéressants et magnifiques et voilà, les faire dialoguer un petit peu. Enfin, c'était l'occasion de faire dialoguer un petit peu mon héritage personnel avec des musiques plus actuelles que j'adore aussi par ailleurs, quoi. Et je trouvais que c'était intéressant et que c'était l'occasion de parler d'une partie de notre culture et de notre héritage. Vous savez à qui vous me faites penser ? À So Cold, qui a fait ça il y a quelques années aux États-Unis, mais lui, c'est version ashkénaze et yiddish, avec aussi les vinyles des grands-parents et arrière-grands-parents, et on voit le résultat. Bravo, très belle idée, hein. C'est formidable parce que quand elle vous les a donnés, du coup, elle était vivante. Et puis, vous n'avez pas tout de suite eu l'idée de les remixer. Ça a pris un petit temps. Ça a pris un petit temps, ouais, effectivement. Enfin, j'en ai récupéré un peu au fur et à mesure, ils ont parfois transité par chez mes parents, etc. Effectivement, ça a fait son chemin, je pense, dans ma tête et voilà. Eh bien, écoutons une des créations qui date de ce moment de confinement.
Alors, quelles sont les coulisses du métier de DJ et de créatrice de son À quoi ressemble une de vos semaines? Alors, j'imagine qu'elle ne se ressemble pas, mais c'est pour un peu rentrer dans les coulisses de votre métier. Effectivement, c'est assez varié. Il n'y a pas une semaine qui ressemble à une autre, mais c'est ça que j'aime bien aussi. Et alors, j'ai souvent un DJ set quelque part le week-end, soit dans une salle de concert, un club, un festival, etc. Mais du coup, je fais aussi des ateliers pendant la semaine pour enseigner le DJing et les logiciels de son avec mon association. Donc j'ai souvent un DJ set quelque part, un atelier quelque part et ensuite s'ensuit aussi un travail un peu H24 d'écouter, de découvrir des nouveaux sons constamment et de chercher des pépites et d'investiguer, de télécharger, d'acheter des disques, de les numériser aussi des fois. Oui. C'est... Oui, il y a un travail d'archive derrière le métier. Ouais, il y a beaucoup de tout ça et un travail de composition aussi, Ouais. un peu des temps de création. Alors, les montages sonores que vous réalisez permettent de dépoussiérer des compositeurs juifs d'Afrique du Nord de la première moitié du XXe siècle. Alors, on cite Raoul Journeau, Renette Loranet, Habib Amsika, Salim Khalali. Est-ce qu'on peut dire que la transmission, c'est l'axe majeur autour duquel s'articule votre travail ? La transmission, effectivement, ça fait partie, c'est un des concepts effectivement assez clés de mon travail, puisque un peu ce que je vous ai raconté avant, que un des objectifs de mon travail, c'était de faire dialoguer, de récupérer un petit peu ce patrimoine et de le réécrire d'une certaine manière. Le remix, c'est un petit peu ça, quoi, de rejouer avec cette matière et de recréer quelque chose à partir de ça. Donc la transmission, oui, moi je parle souvent de réactivation des mémoires autour d'un patrimoine et d'un héritage, mais ça va dans le même sens que la transmission. Ouais. Bien sûr. Et vous-même, on vous a transmis, si vous souhaitez transmettre. Effectivement, ouais. Notamment par ma grand-mère et puis Oui. toute ma famille, quoi. C'est une réflexion très personnelle et familiale, culturelle. Et vous êtes nombreux dans votre génération à recréer des ponts que vos parents n'ont pas réussi à faire parce que ils venaient d'arriver ou en tout cas l'exil n'a pas été facile au départ. Et du coup, cette génération, on a l'impression qu'elle se sent plus libre de s'engager et de créer des ponts avec l'héritage Avec le passé. judéo-arabe. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on est un certain nombre et on se connaît un peu tous maintenant, donc c'est assez rigolo. Il y a un petit mouvement, quoi, qui, autour de ces questions de récupérer son héritage et de se le réapproprier et tout ça. Et notamment au festival d'Alala, on s'est tous un petit peu retrouvés. Donc certains, ça passe par le cinéma. Je pense à Cléo Cohen avec son film, son podcast. Myriam Levin aussi, qui a plusieurs projets autour de tout ça. Léona Taff, l'artiste qui fait de la sculpture, de la céramique et tout ça. C'est vrai qu'on est tous un certain nombre à explorer ça par différents médias. Oui. Et c'est assez intéressant d'en discuter. C'est très riche. L'année dernière, d'ailleurs, vous avez contribué à l'exposition Juifs d'Orient à l'Institut du monde arabe en créant un documentaire sonore pour une des salles d'exposition. Alors, cela a dû être une grande fierté pour vous. Qu'est-ce que cette collaboration vous a apporté ? C'est vrai que c'était un super travail. Ça, j'ai adoré faire ça. Ça m'a notamment permis de discuter beaucoup de ces sujets-là avec des personnes de ma famille, parce que dans cette création sonore, j'ai mêlé des interviews de personnes proches de ma famille ou de mon entourage, avec des extraits d'archives sonores intéressants autour de ces questions, et avec des extraits musicaux. Donc c'est une sorte de métissage sonore autour de toutes ces matières sonores et j'ai surtout adoré en fait interviewer des personnes de ma famille, quoi. C'était vraiment l'occasion d'en parler un peu en profondeur et c'était assez émouvant. Donc une fierté qui est devenue familiale. Vous êtes tous allés voir l'exposition ? Oui, ensuite j'ai invité tout le monde au vernissage. On y allait en famille et c'était assez... Ça a dû être un grand moment. Ouais. Quelles sont les voix féminines de la musique judéo-arabe qui vous ont le plus inspiré et pourquoi c'est si important
le rôle des femmes dans cet héritage? Alors le rôle des femmes dans cet héritage, c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellée assez rapidement de voir qu'il y avait beaucoup de grandes chanteuses qui étaient pas seulement chanteuses mais aussi instrumentistes, compositrices, enfin voilà, presque toutes elles jouaient du oud ou du qanun, enfin et alors qu'aujourd'hui notamment je trouve qu'il y a un petit peu un souci autour de ça, enfin la plupart des femmes dans la musique sont chanteuses, ce qui est très bien, mais il y a peu de femmes instrumentistes, peu de femmes compositrices, peu de femmes dans les studios, enfin, donc c'est vrai que ça m'a interpellée. Elles étaient assez libres en fait dans les années 20. hein, Ouais. Mais elles étaient au nombre de combien quand même? Elles n'étaient pas si nombreuses. Ça dépend. Quand on parle du Maghreb, il y avait en Tunisie, donc il y a Habib Msika dont je vais vous reparler Ouais. parce que c'est vraiment une des grandes figures. Extraordinaire. Ouais, oui. il y avait Louisa Tounsia, Leila Tounsia aussi. Au Maroc, il y a Zora El Fassia par exemple. Et elles se Raymonde, connaissaient entre elles? c'est pas forcément de la même génération. la même en plus. Il y en a génération, des oui. années 30, il y a des années 50, 60. Enfin voilà, c'est D'accord. en Algérie, il y a Lynn Monty. Bah Il oui, y en a, il y Lynn en a Monty, plein. on la connaît Ouais. bien, oui. Donc c'est vrai que je trouvais que c'était assez fascinant cet aspect-là. Et notamment Habib Msika, ça m'a pas mal fascinée parce qu'elle a une histoire incroyable, quoi. Elle, Oui. pour le coup, c'est une des plus anciennes parce qu'elle est morte en 1930. 30, ouais. Assassinée par un amant. Donc elle a eu une fin assez tragique. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle était extrêmement rebelle, en fait. Et Rebelle, ouais, libre, très extrêmement courageuse libre dans et- ses propos et Il y a un son spectacle indépendance. qui a été monté sur elle il n'y a pas longtemps. Oui, c'est Oui, ça. Il y a un film aussi, La danse Oui. du feu. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une figure très fascinante, quoi. C'est un petit peu la Frida Kahlo de la Tunisie, on va Oui. dire, qui avait une vie assez très libre et dont elle parle beaucoup dans ses chansons qui sont des fois à caractère carrément érotique. Et dans les années 20 en Tunisie, C'était très on trouve ça assez précurseur. étonnant. Alors, Ouais. allons écouter Habiba Msika, un mix que vous avez fait d'elle qui est très sympathique. Alors, vous êtes aussi engagé dans la transmission, comme on l'a vu, mais aussi dans la formation. Avec l'association Beats by Girls, vous enseignez à des femmes comment s'initier à la production musicale. Parce qu'en fait, c'est un milieu dans lequel il y a presque que des hommes, en fait, qui s'initient à la production musicale. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet engagement et puis comment se déroulent les ateliers? Parce que je pense que ça va donner envie à plus d'une. Effectivement, il y a maintenant 2 ans, on a cofondé à deux, on a cofondé la branche française d'une association internationale qui s'appelle Beats by Girls, qui est une asso américaine à la base, mais qui a des chapters, ils appellent ça, un petit peu partout dans le monde. Et donc nous, on a créé le chapter français. Et donc on organise assez fréquemment des ateliers pour enseigner la production musicale, donc surtout les logiciels de son, mais aussi la prise de son, tout ça, aux femmes. Enfin, c'est des ateliers destinés aux femmes et minorités de genre, pour essayer d'encourager la participation féminine, parce que comme vous l'avez dit, c'est un milieu encore très très masculin. Oui, parce qu'en fait, la production musicale, derrière, il y a des logiciels de montage, du mixage, donc il y a un côté un peu technique qui peut intimider. Oui, c'est ça. Il y a un aspect technique et technologique qui est souvent, qui a un côté un petit peu exclusif au final, qui doit faire peur à beaucoup de femmes, puisque je pense qu'il y a une sorte de mythe autour des métiers techniques qui sont réservés aux hommes ou qui sont pas faits pour les femmes. Et du coup, on essaye d'agir un petit peu, de briser un petit peu ce mythe et d'encourager au contraire la participation.
Mais c'est un très bel engagement féministe Ouais. qui est tout à fait complet en fait avec le reste de vos créations. Et vous allez au bout de vos idées, c'est Oui, ça qui est formidable. Ouais, hein. exactement. Oui, on est Très d'accord. aligné, je trouve, Oui. avec toutes vos démarches. Et alors, quelle est votre actualité du coup cette année? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, cette année, je vais jouer la semaine prochaine à un festival à Melilla, donc Oui. enclave espagnole au Maroc, qui s'appelle Iwa Fest autour des cultures amazighres, donc berbères et tout ça, qui Magnifique. va être assez intéressant, je pense. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de prévu? Je vais jouer au festival Jazz Klezmer. Ah oui, Oui, super. ouais, Nous, on le promotionne Ah, ici. bah, hein. génial. C'est le 16 novembre à la Bellevilloise, Oui. après le groupe Golem Rock que je vais jouer. Donc, Ah, super. si vous venez, ce sera avec Golem grand que je plaisir. vais recevoir, que je connais et que je promotionne depuis leur début en France. Ils sont extraordinaires. Génial. Vous aussi, je serai là et je serai là pour vous écouter. Parfait. Oui, super. Et puis, je crois qu'il y a un événement de soutien suite au tremblement de terre du Maroc. Ah oui. C'est assez passé du coup. Oui, c'était jeudi dernier. D'accord, ok. Bon, bah, on regardera s'il y a des replays. En tout cas, bravo. On a des petites actualités aussi Oui. côté Viso. Alors, Du coup, côté Viso, on a des soirées de Soukhot dès ce soir, puisque nous sommes le 3 octobre. Nous avons ce soir une soirée organisée par Viso Neuilly, en présence de Eric Emmanuel Schmitt, sur le thème du défi de Jérusalem. Il y aura du coup un cocktail dînatoire. Et puis, nous avons également un autre repas de Soukhot le 10 octobre à Marseille. Cette fois-ci, ce sera un déjeuner. Nous avons toujours sous la souka, bien sous sûr. la souka, bien Oui. sûr. On a l'avant-première d'une année difficile, bien sûr, avec les deux réalisateurs Nakash et Toledano, le 16 octobre à 20h au cinéma Publicis. J'essaierai d'y être. Voilà. Et le 17 octobre, nous avons le prix littéraire qui va être remis de la Viso à 16h30. Le lieu n'est pas encore À défini. qui? Le lieu n'est pas encore défini et justement, on va savoir quelles sont les personnes qui reçoivent le prix le 17 octobre. Formidable. Ce sera Surprise. révélé exactement à ce moment-là. En tout cas, un grand Shana Tova de la part de Viso Bah, bien et sûr. de très bonnes fêtes de Ticherie. Voilà, pour Et vous merci aussi. à Sarah Pérez pour sa venue. Merci à vous. Merci Sarah et bravo. Continuez, puis on se retrouve au Festival Jazz Klezmer. Au revoir, merci. يا سمرا يا جمح اللون يا سمرا يا جمح اللون يا سمرا يا جمح اللون يا تكلى من العرشون Et on se quitte en musique avec Laura Journeau.